En fait, il y a d'autres personnes qui sont présentes, mais qu'on ne voit pas, c'est ça, hein? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. On entame ce 12-14. Il y a eu très nombreuses inscriptions, donc on voit que c'est un sujet qui interroge ou qui intéresse ou qui pose problème, je ne sais pas, mais en tout cas, de nombreuses inscriptions, déjà de très nombreux présents, puisqu'on est plus de 75. Donc, effectivement, c'est un sujet, santé mentale et logement, qui est peu abordé sous cet angle-là, mais qui est important, d'abord pour les personnes directement concernées, bien sûr, d'accéder et de se maintenir dans le logement quand on est pris en charge ou pas, mais on rencontre des problèmes de santé mentale. Et donc, c'est aussi un problème pour les bailleurs, enfin, problème, des questions qui se posent dans la gestion de ces publics-là, pour les bailleurs, pour les gens qui les accompagnent. Donc, effectivement, c'est un lien étroit entre logement et personnes ayant des problèmes de santé mentale, parce que le logement, plus encore que pour tout le monde, est un élément de stabilité, d'être plus sécure et d'être à l'abri. Et donc, c'est très important. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité aborder cette question. On va avoir plusieurs éclairages pour faire un premier point sur cette question. Peut-être qu'elle demandera des approfondissements. D'abord, sous l'angle de la santé mentale elle-même, avec l'assistante sociale du CHAI, du centre hospitalier Alpes-Isère, pour nous expliquer un peu comment sont pris en charge les personnes, comment la question se pose du côté santé. Et puis ensuite, des approches du côté bailleur, que ce soit un toit pour tous lui-même ou Apsise, qui réunit l'ensemble des bailleurs, pour nous dire comment se présentent en fait les questions autour de la présence de personnes rencontrant des problèmes de santé mentale dans les logements, dans le logement des bailleurs sociaux. Et puis Habitat et Humanisme qui nous expliquera comment ils répondent à ces situations, ce qu'ils ont mis en place. Alors, avec un peu la particularité, il va falloir faire une petite gymnastique mentale parce que la personne d'Habitat Humaniste, Sandrine Durand, est disponible seulement entre 12h30 et 13h, et donc elle passera en second pour nous expliquer comment se présente cette question pour eux et surtout ce qu'ils ont mis en place pour y répondre. Et puis donc, on reprendra ensuite les approches par les bailleurs. Voilà. Donc, je ne suis pas plus longue. On va démarrer avec Audrey Martin, qui se présentera plus complètement si elle le souhaite, et pour nous parler donc du côté santé mentale, quelles sont les prises en charge. Bonjour à tous. Du coup, je suis avec ma collègue Jacqueline Hernandez, qui est infirmière sur une des équipes réseau, et moi, je suis assistante sociale sur une des équipes réseau du centre hospitalier Alpes-Isère. Donc, on voulait vous présenter aussi le centre hospitalier Alpes-Isère un peu dans son ensemble pour recontextualiser et que ce soit assez clair pour tout le monde déjà de quelle prise en charge on parle en santé mentale, en psychiatrie de manière générale. Ça vous permettra aussi d'avoir des éclairages un petit peu sur ce qui nous rassemble aujourd'hui autour de la question du logement. Donc, le centre hospitalier Alpes-Isère, c'est l'établissement public de psychiatrie qui couvre 80% à peu près du territoire du département, à l'exception du territoire de Vienne et de Bourgoin-Jallieu, qui sont, eux, couverts par deux autres établissements hospitaliers. Donc, vous allez avoir au sein du CHE, on dit comme ça, deux pôles très généraux, donc à la fois la psychiatrie adulte, voilà, ce sur quoi on intervient aujourd'hui, et la psychiatrie infanto-juvénile. Donc, on a exactement la même couverture au niveau du département sur ces deux axes, à la fois l'enfance et à la fois les adultes. Au sein du pôle adulte sur lequel on intervient, vous avez trois grands secteurs géographiques, ceux-là, pour
sur lesquels on intervient. Donc, moi, je suis sur le pôle Grenoble-Grésivaudan, du coup, qui couvre Grenoble, Saint-Martin-d'Air, et après, qui remonte sur toute la vallée du Grésivaudan jusqu'à Pontcharrat. Alors, moi, je suis sur le pôle Voironnais. Donc, on démarre au Fontanil et on va jusque Saint-Martin, en passant par Renage, Tulin, non, pas Sassenage. On est sur le Nord-Isère aussi, la côte Saint-André, Grand-Lins, jusque Bourgoin, jusqu'à la limite de Bourgoin. Et donc, il y a un autre secteur qui est le pôle Drac-Trièves-Vercors, du coup, qui va partir de Échirolles, Fontaine, Sassenage, qui va remonter sur tout le plateau du Vercors, la Matésine et jusque Bourdoisan. Donc là, vous avez l'ensemble de la couverture sur la psychiatrie adulte. Et à l'intérieur de ce découpage géographique, vous avez un autre découpage qui est à la fois des structures intra-hospitalières, donc sur Saint-Égrève, pour tout ce qui relève d'une hospitalisation complète. Et après, toutes les structures ambulatoires que vous avez l'habitude de connaître, qui vont être les CMP, donc les centres médico-psychologiques, les CATTP et les hôpitaux de jour. Donc, à la fois, vous avez les unités d'hospitalisation où les personnes arrivent et lorsqu'elles sont en crise ou qu'elles ont un besoin d'être à l'intérieur de l'hôpital, et toutes les structures de proximité qui travaillent énormément avec les bailleurs, notamment pour ceux qui sont là aujourd'hui, et avec énormément d'autres dispositifs et partenaires qui sont plus ancrés dans la cité, en lien direct avec les personnes qui vivent dans leur domicile ou des fois sans domicile, mais là, ce sont des équipes spécifiques. Donc, pour vous présenter quand même les 3 équipes réseau, on est des équipes pluridisciplinaires. Donc, vous allez retrouver des cadres de santé, des assistantes sociales, des infirmières et des médecins qui ont un temps médical qui est dédié sur chacune des équipes. Et donc, on est sur chacun des secteurs géographiques qu'on vient de vous présenter. Nos équipes, elles interviennent sur 2 grandes missions. La première qui concerne plus l'hôpital, donc sur ce qu'on appelle les hospitalisations inadéquates. Donc, c'est des personnes qui sont sur l'hôpital, bloquées un peu chez nous, faute de solution de sortie. Et une autre mission qui vous concerne davantage, qui est tout le soutien technique qui peut être apporté aux partenaires, aux institutions, à toute personne qui en aurait besoin sur des problématiques de santé mentale sur lesquelles elle se sentirait coincée ou qui aurait besoin d'un éclairage. Et on peut intervenir en fonction de la situation qui peut être présentée et vous orienter lorsque c'est nécessaire sur une des équipes de l'hôpital, que ce soit en intra-hospitalier ou en extra-hospitalier. Donc, on est vraiment, pour le résumer, la porte d'entrée sur l'hôpital pour tout ce qui peut concerner une problématique de santé mentale sur votre secteur et pour lequel vous auriez besoin d'un échange ou même un peu plus loin d'aller directement sur une équipe spécifique. Par rapport à la thématique qui était présentée aujourd'hui, et comme ça recouvre tout le champ de la santé mentale, on voulait quand même vous apporter une petite distinction qu'il peut y avoir sur les addictions qui sont aujourd'hui prises en charge sous le grand chapeau de la psychiatrie lorsqu'on parle de la médecine dans son ensemble, mais qui représentent quand même une prise en charge spécifique sur l'hôpital, qui elle, est couverte par un pôle bien spécifique aussi, qui est le pôle plus, qui recouvre les urgences. Les urgences de Voiron et de Grenoble, sur les 2 sites, avec des astreintes et des soignants qui interviennent aussi, qui vont suppléer les psychiatres qui sont d'astreinte sur les urgences. Et on a l'APEX qui est ici et qui va aussi faire le lien avec tout ça, une unité qui n'est pas une unité qui va être là pour justement désengorger un petit peu les urgences et faire du lien aussi avec chaque spécificité dans le CHE.
Donc, on trouvait important qu'on vous fasse cette distinction parce qu'aujourd'hui, toutes les problématiques liées à l'addiction qui peuvent conduire à ce qu'il y ait des difficultés dans la cité, dans le logement, avec le voisinage. À part entière. Voilà, c'est une équipe mobile à part entière et c'est une prise en charge aussi bien spécifique qui est assez différente de toutes les problématiques de santé mentale qu'on pourrait retrouver par ailleurs et qui ne font pas l'objet de la même prise en charge. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que souvent, on nous interpelle pour hospitaliser sous contrainte quelqu'un qui a des problèmes d'addiction. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'hospitalisation sous contrainte pour la problématique de l'addiction. Après, si l'addiction, elle amène à un trouble du comportement sur la voie publique ou au domicile ou sur un lieu public, et que là, intervention des forces de l'ordre, et que l'élu mette en place une contrainte, ça va être pour le trouble du comportement. Donc, si la personne, elle est hospitalisée, elle va être hospitalisée pour le trouble du comportement. Si la personne, elle ne veut pas rencontrer l'équipe d'addictologie, on ne peut pas l'en obliger. Il n'y a aucune obligation, on peut pas, il n'y a pas d'obligations qui peuvent être posées, tout ce qui concerne l'addiction. Après, donc, pour ce qui concerne la santé mentale, donc sur un autre volet qui est plus en lien avec des pathologies psychiatriques avérées, là, il y a tout un système qui peut être mis en place avec toute une procédure d'hospitalisation lorsque c'est nécessaire ou, sans parler d'hospitalisation, d'accès aux soins qui peut être déployé pour qu'une personne puisse être amenée aux soins si elle le souhaite, ou en tout cas même faire émerger l'accès lorsque ce n'est pas tout à fait clair pour la personne et qu'elle n'est pas dans une expression claire d'une demande. Et il me semblait aussi important de dire que les problématiques qui peuvent être rencontrées de comportement ou des problématiques de vie dans un logement ne relèvent pas forcément de la psychiatrie. Elles peuvent causer des problématiques de voisinage, mais ce n'est pas pour autant quelque chose qui relève de la psychiatrie. Et souvent, c'est un petit peu ce qui est... c'est un petit peu fléché assez directement. Donc, nous, on est là aussi pour des fois reprendre un peu de distance par rapport à ça, parce que tout ne relève pas d'une prise en charge en psychiatrie aujourd'hui. Voilà. On ne vous entend pas, Madame Méjean. Pardon. Oui, on retient qu'en fait, il faut déjà faire un peu du clair sur ce qu'on entend par santé mentale et prise en charge, parce que les addictions, ce n'est pas la même chose, la psychiatrie, ce n'est pas pareil, et tous les troubles dans le logement, ce n'est pas forcément lié à la santé mentale. Donc, je pense que c'est important de refaire un peu ces points. Est-ce que rapidement, parce que vous avez bientôt épuisé votre temps de parole, vous pouvez nous dire ce qui est prévu en termes de suivi quand vous avez pris en charge quelqu'un et qu'il est dans un logement autonome? C'est quoi, des équipes mobiles, des rendez-vous, comment ça se passe? Alors, si la personne, une fois qu'elle a été prise en charge en hospitalisation même, qu'elle se présente sur un CMP pour être prise en charge et qu'il y a une indication qui a été posée par un médecin pour qu'elle relève d'une prise en charge pluridisciplinaire, hein, parce qu'encore, il y a aussi, nous, on vous présente la psychiatrie publique, mais il y a aussi toute la psychiatrie libérale qui est en place et pour lesquelles les personnes n'ont pas forcément besoin d'avoir des infirmiers, des psychologues, des assistantes sociales sur un même service. Donc, si la personne, elle relève d'une prise en charge pluridisciplinaire, elle est orientée sur son CMP de secteur. D'accord. Et c'est le CMP qui va la voir à domicile ou il lui donne rendez-vous? Après, le médecin et l'infirmier référent qui sera attitré pour cette personne va évaluer la prise en charge, quelle prise en charge elle nécessite la personne. Si c'est des entretiens au CMP, la personne elle viendra au CMP. Et si on sent qu'il y a des choses qui doivent être travaillées au domicile et que le médecin évalue que effectivement c'est nécessaire, il y aura des visites à domicile.
Après, sur beaucoup de CMP, maintenant, il y a du CATTP. La personne peut être inscrite sur certaines activités thérapeutiques. Ok. Il va y avoir un accompagnement et individuel et en groupe. Et plus collectif, d'accord. Voilà. Donc, pour l'instant, je vois que Sandrine Durand est arrivée et puis on connaît ses contraintes. Donc, on va enchaîner peut-être tout de suite sur comment Habitat et Humanisme aborde ces questions et répond aux problèmes éventuels qu'il pose. Et puis, on pourra revenir de toute façon sur des questions plus tard si c'est nécessaire pour le chai. Donc, Sandrine, à vous. Bonjour, merci beaucoup. Du coup, oui, je me présente Sandrine Durand, responsable du service santé chez Habitat Humanisme Rhône. Pour situer un petit peu, donc Habitat Humanisme Rhône est une association d'insertion par le logement qui gère différents dispositifs d'hébergement et de logement accompagné. Et qui, donc si historiquement c'était vraiment, et c'est toujours une association d'insertion par le logement, mais qui s'est dotée aussi de services complémentaires à la question du logement pour accompagner les personnes en situation de précarité de manière globale. Et du coup, c'est une association qui intervient non seulement sur l'accès au logement, mais aussi il y a un service qui gère l'accompagnement en insertion professionnelle et à la formation et au cours de français et langues étrangères. On a on a des cadres, les escales solidaires qui sont des espaces vraiment dédiés à la convivialité et aux activités de loisirs qui sont disposés dans différents arrondissements de la métropole et puis une à Villeurbanne, une à Villefranche-sur-Saône qui sont vraiment des lieux où il y a des tables d'hôtes, où il y a des ateliers gratuits d'activités. On est en train de développer dans ces escales solidaires aussi un axe sur l'accès à l'alimentation saine et durable en circuit court. On développe tout ce qui est accès à la culture et aux activités de loisirs. Et puis, depuis 2 ans, l'association s'est dotée d'un service pour renforcer l'accompagnement sur la santé. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que je suis arrivée au sein de l'association pour développer une offre de service à ce niveau-là. Le choix qui a été fait, donc en fait, en termes de logement, peut-être pour préciser, on gère à peu près 7-8 centres d'hébergement sous différentes formes, une dizaine de pensions de famille, donc qui sont du logement semi-collectif, où chaque résident a son logement privatif, mais il y a aussi des espaces collectifs au sein des pensions de famille qui permettent des temps de convivialité, des activités collectives. On gère 3 résidences d'habitat inclusif et on en a plusieurs autres qui vont ouvrir dans les années qui viennent, et on gère 3 foyers de jeunes travailleurs. Donc, on a un panel et puis tout un parc de logements pérennes dans le diffus, donc sur la métropole, où là, on peut être amené à accompagner les résidents, mais certains sont aussi sur des logements, peuvent avoir besoin au début d'un accompagnement social ou santé, mais sont dans un logement de droit commun et pérenne. La manière dont l'association a décidé de travailler la santé, c'est vraiment de retenir une définition très globale et positive de la santé. Donc, on est un service santé qui n'intervient pas du tout sur le soin au sens technique ou médical du terme. On est vraiment un service qui va beaucoup plus être sur une optique promotion de la santé, donc développer tout ce qui est action de prévention, faciliter l'accès au dépistage, renforcer les liens sociaux, développer favoriser une approche de la santé qui ne va pas uniquement se focaliser sur la question de la maladie, mais beaucoup plus sur
finalement tous les leviers que peut mobiliser une personne pour renforcer ou maintenir son bon état de santé. Donc, et par contre, on n'est pas du tout un service qui va mettre en œuvre des soins médicaux. Voilà. Et c'est une approche de la santé qui est globale, donc santé physique, mentale, mais aussi santé sociale dans le sens favoriser le lien social, lutter contre l'isolement des personnes. De manière générale, le service, du coup, accompagne l'ensemble de l'association à une définition de la santé qui ne soit pas uniquement focalisée sur le médical et sur la maladie, et qui élargit finalement la mission d'accompagnement sur la santé aux différents services et acteurs de l'association, puisque finalement, l'association, en intervenant pour faciliter l'accès au logement, à l'emploi, au lien social, à l'alimentation, à la culture et aux soins, évidemment, mais tout ceci, ce sont des déterminants sociaux de la santé. Et en facilitant, en améliorant tous ces facteurs-là, on sait qu'on va contribuer à poser les conditions d'une meilleure santé, à réduire les inégalités de santé. Donc, du coup, au sein de notre association, sont acteurs de santé pas uniquement les professionnels ou bénévoles du service santé, mais bien tous les acteurs qui vont intervenir sur les différents déterminants sociaux de la santé que j'ai évoqués avant. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde, ou si vous avez des questions un petit peu peut-être sur notre présentation générale de l'association? Juste, peut-être, j'en profite pour rappeler que les questions, vous pouvez les poser dans le chat, dans la partie qui s'appelle questions et réponses. Voilà, si jamais. Et ensuite, il y aura des temps d'échange au micro, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser le chat. D'accord. Bon, peut-être que j'enchaîne et puis du coup, les questions seront basculées à la fin. Donc, le soutien qu'on apporte, donc on a des résidents qui souffrent de troubles psychiques ou de problèmes d'addiction, à la fois dans les pensions de famille, qui sont finalement, chez nous vraiment les pensions de famille, ce sont des structures vers lesquelles sont orientées beaucoup de personnes sortant d'hôpitaux psychiatriques. Donc, en fait, les hôpitaux psychiatriques sont des prescripteurs assez importants qui orientent vers les pensions de famille. Et puis, nous avons également des résidents qui peuvent être concernés par des troubles psychiques, je dirais, dans les autres dispositifs qu'on gère, hein, aussi bien en FJT que sur les places d'hébergement ou dans du logement diffus. Mais en tout cas, dans le logement accompagné que sont les pensions de famille, on propose un panel d'offres de services qui permet d'expérimenter aussi pour l'association un certain nombre d'accompagnements, aussi bien en apportant un appui aux équipes. Donc, toutes les équipes d'Habitat Humanisme Rhône se voient proposer une formation justement spécifique à l'accompagnement sur la santé, qui a vocation vraiment à finalement se doter d'un langage commun et d'objectifs partagés pour accompagner la santé et de bien permettre à tous les acteurs de l'association d'identifier en quoi, y compris s'ils ne sont pas soignants, ils peuvent être acteurs de santé à leur niveau et en restant dans leur culture métier et dans leur posture professionnelle. Donc, c'est vraiment une formation de sensibilisation à la promotion de la santé qui permet finalement de renforcer la légitimité des travailleurs sociaux, notamment, à pouvoir accompagner les questions de santé sans forcément se positionner sur des enjeux médicaux, mais de pouvoir finalement créer les conditions qui vont favoriser ou préserver la santé.
Et puis, le service santé a aussi développé et développe au fur et à mesure un ensemble d'outils un peu sous forme de fiches pratiques qui permet aux équipes de monter aussi en connaissances et en compétences sur à la fois les questions des lieux ressources et des partenaires qui peuvent nous accompagner sur les questions de santé mentale ou accompagner nos résidents, mais aussi finalement en termes de posture, de comment se positionner dans l'accompagnement de personnes avec des troubles psychiques. L'ensemble du personnel se voit proposer la formation au premier secours en santé mentale, donc qui permet aussi d'avoir une culture commune. Donc voilà, on accompagne globalement nos équipes progressivement à monter en compétence sur les questions de santé. On a mis en place des séances donc on appelle collaboratives et pluridisciplinaires qui permettent d'aborder les problématiques, d'évoquer les situations de personnes avec des problématiques de santé, notamment de santé mentale un peu complexes, et de les aborder en réunissant des travailleurs sociaux, des infirmières, et en croisant aussi différents sites chez nous qui accompagnent des personnes. Ce sont des cadres en fait qui permettent déjà aux acteurs, aux équipes de terrain d'échanger, de mutualiser leurs stratégies, leurs pratiques, et aux infirmières et aux travailleurs sociaux de croiser leurs regards différents sur une même problématique, ce qui permet finalement de venir éclairer une même situation de différentes manières et de pouvoir élaborer des stratégies partagées, de se répartir aussi un peu les rôles, qui va prendre en charge tel aspect de l'accompagnement, sur quel segment se positionnent plus particulièrement les infirmières, les travailleurs sociaux. Et ce sont des temps qui permettent aussi finalement de créer un peu des grandes lignes directives sur comment gérer des situations qu'on va retrouver à d'autres moments dans d'autres accompagnements. Donc, nous, ça nous permet aussi de créer un peu des fiches techniques sur comment s'ajuster dans l'accompagnement quand il y a tel ou tel trouble, tel ou tel symptôme. Et ça permet d'équiper un petit peu plus les travailleurs sociaux sur travailler leur posture dans ces situations-là. On intervient aussi en appui aux résidents, en proposant, quand c'est nécessaire, donc des entretiens infirmiers, des consultations de psychologues. On a une consultation de psychologue qui est réalisée par des bénévoles au sein d'une escale solidaire. Donc, les résidents peuvent rencontrer un psychologue. Nous, vraiment, la vocation du service santé, c'est de ne pas faire doublon avec les soins qui existent déjà. En revanche, ce qu'on observe quand même, c'est que, y compris, d'une part, il peut y avoir des résidents qui n'ont pas encore ou qui n'ont plus de parcours de soins en santé mentale. Donc, faire le point avec un psychologue, ça permet soit de raccrocher avec le soin, soit de pouvoir y réfléchir, de faire le point un peu sur des soins antérieurs et de pouvoir envisager un retour vers le soin. Ça peut être aussi des résidents qui sont déjà dans un parcours de soins, mais pour lequel les délais de rendez-vous avec soit le CMP, soit l'hôpital sont des délais assez tardifs. Et du coup, ils ont besoin d'un petit soutien entre les rendez-vous. Et finalement, ça permet aussi de contenir des personnes qui ont besoin d'un petit appui en attendant de revoir le CMP ou d'avoir de nouveau une rencontre à l'hôpital. Mais on précise d'entrée de jeu que on n'est pas en
doublon, en fait. On ne va pas accompagner la même chose. Et on a un gros travail de mise d'interface avec les soignants, justement, pour pouvoir déjà leur expliquer qu'on intervient, mais qu'on se positionne en complémentarité et non pas de rajouter du soin sur du soin. Et puis de pouvoir aussi finalement faire un travail de mise en dialogue entre les travailleurs sociaux qui accompagnent l'insertion sociale et professionnelle et les équipes soignantes qui accompagnent les parcours de soins. Les infirmières salariées chez nous se rapprochent des équipes soignantes hospitalières ou CMP, peuvent recueillir ainsi des informations sur le parcours et les troubles du résident, et ensuite traduire à nos travailleurs sociaux sans transgresser le secret médical, mais traduire aux travailleurs sociaux les besoins finalement en termes d'accompagnement compte tenu des informations médicales que les infirmières ont pu recueillir en dialoguant avec les soignants hospitaliers, traduire aux travailleurs sociaux comment il faut s'adapter en termes d'accompagnement social, en termes d'objectifs, en termes de temporalité, en termes des fois de mettre la priorité sur un aspect, d'attendre un peu sur l'accès à l'emploi, par exemple. Donc finalement, on fait un gros travail de mise en dialogue entre les parcours d'insertion et les parcours de soins, dans la mesure où on s'aperçoit que pour sécuriser les parcours d'insertion sociaux et professionnels, on a besoin souvent de dialoguer avec les soignants et puis de mener les parcours d'insertion et de soins en parallèle et en bonne intelligence, parce que on va souvent constater que si c'est pas bien articulé, ces deux dimensions, finalement, le problème de santé peut venir remettre en question le parcours d'insertion. L'accès au logement va peut-être pas pouvoir se maintenir, l'accès à l'emploi va être soit plus compliqué, soit pas pérenne. Donc, il y a tout un enjeu pour nous de décloisonner le social et la santé pour pouvoir vraiment mener ces deux objectifs de front, et c'est aussi pour sécuriser les parcours de manière globale de nos résidents. On propose également aux résidents finalement différents cadres de convivialité, soit dans les lieux de vie. Je parlais des pensions de famille qui proposent des repas collectifs, des ateliers de loisirs collectifs sur le lieu même de résidence des personnes. Et puis, on a aussi les escales solidaires qui proposent tout un panel d'activités, des tables d'hôtes, qui permettent aux résidents, tous nos résidents, mais encore plus ceux qui peuvent être touchés par des troubles psychiques, d'éviter de rester trop isolés et de pouvoir avoir des cadres où ils rencontrent des gens, où ils peuvent pratiquer des activités. Et on sait que ça contribue assez fortement à leur équilibre aussi psychique et mental. On va proposer différents ateliers collectifs sur la santé mentale au niveau des sites ou dans les escales solidaires. Ça, c'est pareil, c'est un peu variable. On en propose dans ces différents lieux. On a expérimenté la médiation artistique qui fonctionne plutôt très bien sur les sites, notamment avec des personnes qui sont des fois pas prêtes à immédiatement réfléchir à la question de l'accès aux soins. Finalement, elles peuvent s'y retrouver plutôt facilement dans la médiation artistique, et ça peut amener à mettre en
en marche un peu un cheminement dans les dialogues aussi qui peuvent s'instaurer entre les résidents qui participent à ces ateliers. On s'aperçoit que c'est des fois aussi une vraie activité à part entière, mais aussi parfois un marchepied pour cheminer vers le soin ou retourner vers le soin pour certains résidents. On a essayé de mettre en place des ateliers sur la déstigmatisation des troubles psychiques. Ça, à la fois, voilà, c'était quelque chose d'important pour nous, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé le format qui permette de mobiliser vraiment largement nos résidents sur ces questions-là. Donc, on est encore en réflexion sur comment pouvoir optimiser ces temps-là pour que nos résidents se les approprient davantage. Et puis, on a travaillé, là, on est en train d'expérimenter un groupe qu'on a appelé la Fabrique expérimentale et qui est plus orienté sur finalement des groupes où les personnes viennent mutualiser et expérimenter des stratégies qu'elles peuvent avoir déjà mises en œuvre sur finalement qu'est-ce qu'elles font quand elles vont pas bien ou elles vont moins bien. Donc, il y a des temps de partage entre résidents autour des stratégies individuelles de chacun et chacune. Et puis, à certains moments, une stratégie est sélectionnée par le groupe dans le but de l'expérimenter collectivement. Donc, il y a pu avoir aller au cinéma, par exemple. Certains ont proposé, expérimentent eux-mêmes ce genre d'activité quand ils sentent qu'ils vont moins bien. Et le groupe a expérimenté d'aller au cinéma. Il y a eu... voilà, prendre le bateau fluvial là, type Vaporetto sur le fleuve, aller dans un salon de thé. Enfin voilà, ça aboutit à des expérimentations très concrètes de stratégies et c'est aussi beaucoup l'occasion et le prétexte de faire dialoguer les personnes entre elles et de pouvoir prendre appui directement sur leur stratégie, les compétences qu'elles ont déjà développées pour développer leur pouvoir d'agir en matière de santé et pouvoir mutualiser entre elles. Et puis, on travaille aussi finalement beaucoup, on propose pas mal d'ateliers de prévention sur la santé somatique à tous nos résidents, mais aussi aux résidents qui ont des troubles psychiques, parce qu'on s'aperçoit que finalement, ce sont des résidents pour qui le projecteur est beaucoup mis sur la santé mentale. Et la santé somatique, physique est pas forcément beaucoup considérée. Et il n'y a pas forcément un suivi très soutenu à ce niveau-là. C'est des personnes qui souvent participent peu au dépistage organisé des cancers, par exemple, qui ne sont pas forcément très suivis au niveau médecine générale ou gynécologie, qui n'ont pas forcément beaucoup de dépistage au niveau diabète, tension. Donc, on essaye aussi d'élargir un petit peu la question de la santé au bien-être en général et à prendre soin de soi de manière plus globale. Ça peut être aussi une stratégie intéressante pour des personnes qui ne sont pas prêtes dans un premier temps à s'interroger ou se questionner sur la santé mentale et qui peuvent finalement cheminer d'abord sur la santé somatique et pouvoir ensuite élargir un peu à la question de la santé mentale. Ok, merci. Peut-être si vous avez encore quelque chose. Oui, je voulais juste dire qu'on est en train vraiment de démarrer un outil, mais que je vous laisserai découvrir sur la diapositive, qu'on a appelé un plan personnalisé de santé mentale et qui permet juste, finalement, c'est un outil qui devrait permettre de renforcer le pouvoir d'agir et des équipes et des résidents, puisque c'est un document dans lequel on va proposer à nos résidents de consigner
tout ce qu'ils savent de leurs troubles, notamment de leurs troubles psychiques, ce qu'ils connaissent aussi des événements qui peuvent déclencher des troubles à ce niveau-là ou augmenter leur malaise, comment ça se manifeste, quelles sont justement les stratégies qu'ils ont l'habitude de mettre en place quand ils repèrent qu'il y a un déséquilibre qui arrive, et puis les aider à repérer vraiment toutes les stratégies qu'ils peuvent mettre en place, et puis comment ils voudraient être accompagnés s'ils étaient confrontés à une situation de crise ou d'urgence en psychiatrie pour pouvoir finalement parler de ces questions-là pendant que les personnes vont bien et qu'elles puissent être associées pleinement à un peu un document qui permette de recueillir leurs souhaits et qu'on puisse ensuite s'appuyer dessus quand on les accompagne dans ces moments où elles vont moins bien. Ok, Voilà. merci beaucoup. On voit toute la richesse des réponses que vous tentez d'apporter. C'est très intéressant. On y voit le rôle de faire du lien entre tous les intervenants qui ont chacun un petit morceau de la réponse. Beaucoup de détours, en fait. Oui. Il faut passer par des chemins qui ne sont pas directs. Beaucoup de détours et beaucoup d'appui sur les ressources des personnes elles-mêmes. Donc, ça dessine des pistes intéressantes. Moi, j'avais juste une petite question pour situer dans le contexte. Combien vous avez de personnes prises en charge dans tous vos logements et qu'est-ce que ça représente la question de la santé mentale? En gros, je veux dire, c'est un tiers, c'est 10%, c'est 50%. Ouais. Alors, nous, globalement, là, sur l'année 2022, on a accompagné à peu près 8000 personnes. Sur les pensions de famille, on loge à peu près 200 résidents, dont une Donc, ils forte sont surtout là, majorité si j'ai bien présente, compris. voilà, Ouais, présente d'accord. un parcours de santé mentale. Mais je dirais que la question des troubles psychiques dépasse largement les pensions de famille et ça représente bien facilement un tiers des 8000 personnes qu'on accompagne. Donc, donc on est un petit service pour l'instant avec voilà, 2 infirmières salariées et une vingtaine de bénévoles qui sont soit des médecins, soit des infirmières et qui interviennent sur différentes activités. Vraiment, pour Habitat Humanisme, les équipes sont souvent mixtes, bénévoles et salariés. Et les bénévoles chez nous représentent un effectif bien supérieur à l'effectif salarié dans tous nos domaines d'intervention. Et juste, du coup, je me permets de rebondir parce que je lisais les questions en même temps. Et donc, il y avait une question qui concernait justement le rôle des bénévoles. La question était de savoir si c'était des professionnels soignants et auquel cas, quelle est leur légitimité à faire des entretiens psychologiques s'ils sont voilà. Donc, je me permets de poser cette question. Alors, il y en avait plusieurs autres. Je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les aborder, mais comme là, elle vient assez naturellement dans la discussion. Alors, les consultations de psychologues sont faites par des psychologues bénévoles, donc qui sont titulaires d'un diplôme de psychologue clinicien et qui interviennent à titre bénévole au sein d'une escale solidaire. Et là, par exemple, on fait des dépistages diabète, tension. Ce sont un médecin et une infirmière. Tous les actes médicaux ou les dépistages qui sont réalisés par des gens qui ont le diplôme et qui sont inscrits à l'ordre, soit des médecins, soit à l'ordre infirmier, pour réaliser cet acte. Et de la même façon pour les psychologues qui interviennent à titre bénévole. Ok. Oui, donc c'est quand même cadré. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que j'ai lu les questions? Il y en a qui ont été répondues. Je crois que on va peut-être en rester là. Et là, c'est très intéressant. Je pense qu'il faudra y revenir sur ces sujets et surtout sur les pistes qui peuvent aider beaucoup de gens, les résidents eux-mêmes, mais aussi les équipes.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions urgentes, on vous remercie beaucoup et je pense qu'on n'en restera pas là, qu'il faudra qu'on reprenne un peu plus tranquillement toutes ces pistes intéressantes. Très bien, bah, merci beaucoup à vous Merci et à vous. bonne fin de webinaire. Oui, À très bientôt, au merci revoir. infiniment. Très bien, donc on va poursuivre alors avec d'autres formes des bailleurs, avec un toit pour tous. Les deux travailleuses sociales que sont Astrid Châtelain et Juliette Sanzoni, qui vont nous éclairer sur comment se posent ces questions et ce qu'elles en font. Bonjour à tous. Oui. Donc effectivement, on nous a demandé de réfléchir à comment on intervenait dans le cadre d'un accompagnement social auprès des personnes qui ont des troubles psy. Dans un premier temps, on souhaiterait dire qu'il n'y a pas de différence d'accompagnement en fait entre les personnes en fonction des dispositifs. Les difficultés de santé mentale ont parfois un impact sur les obligations, le respect des obligations du locataire au niveau du paiement du loyer, des troubles de voisinage, de l'entretien du logement, de la gestion administrative, qui rend nécessaire d'intervenir d'un point de vue social auprès des personnes qui ont une prise en charge ou pas au niveau de la santé. Ça, c'est notre porte d'entrée. Les problèmes en santé mentale ne sont pas toujours dus au départ. On s'adapte aux difficultés rencontrées au fur et à mesure de l'accompagnement et en fonction de l'environnement de la personne, de sa famille, de ses amis ou de sa famille, on va pouvoir se lister de manière différente. Dès qu'on se rend compte qu'il y a des troubles psychiques, dans le cadre de notre accompagnement, on va avoir une vigilance qui va être accrue pour le maintien du logement, mais aussi pour instaurer et maintenir une relation avec la personne. C'est surtout une adaptation qui est plus importante pour maintenir ce lien qui est fragile. Comment on essaie de maintenir le lien? Donc, c'est en fait des rendez-vous qui peuvent sortir de nos habitudes. Avant, on avait l'habitude de faire soit à domicile, soit dans nos locaux. Et on essaie un peu d'élargir, donc de proposer en fonction des personnes, des cafés, des parcs. Parce que parfois, le domicile est trop intrusif et le bureau trop formel. Ou aussi, nos bureaux peuvent être plus longs au domicile et pour des personnes qui peuvent être empêchement. Il faut donc trouver des alternatives et il n'y a aucune obligation par rapport au lieu. Pour la Juliette, juste, je me permets de t'interrompre. Le son est Pas très bien. Est-ce que par hasard, vous auriez pas très loin de vous un casque ou quelque chose comme ça qui pourrait faciliter la transmission du son? Ou peut-être au moins on entendait un peu mieux Astrid que toi, donc je ne sais pas si c'est que Astrid était un peu plus près du micro. Pas forcément. Bon, on va mettre le casque. Mais si vous avez un casque, ouais, je pense que ce sera la meilleure solution. Standardiste. Ah, là, vous m'entendez bien? Oui, beaucoup mieux. Ok. Donc, pour la souplesse de l'accompagnement, en fait, on accepte les rendez-vous aussi à l'improviste et on a plus de disponibilité par rapport aux utilisations de WhatsApp, du téléphone. Enfin, on a un téléphone portable. C'est ce qui permet aux personnes de nous joindre à tout moment si besoin et c'est rassurant pour elles. Lors de nos rendez-vous, il y a plus d'échanges sur le quotidien. On fait attention en fait de sortir de notre technique à nous et de nos objectifs pour faire émerger les demandes de la personne et y répondre pour une meilleure considération de leurs besoins. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre, les objectifs de la personne en premier et nous, nos objectifs professionnels en second plan. Par exemple, si la personne elle a des dettes de loyer et que la personne ne veut pas pour l'instant les traiter, on suspend cette demande-là et on fait autre chose avec la personne. Le maintien du lien est pour nous prioritaire et nous mettons de côté notre posture professionnelle pour un échange plus authentique, comme la recherche de proximité avec le tutoiement, on peut s'appeler par nos prénoms,
C'est un échange réciproque aussi de notre quotidien. Donc, on n'hésite pas aussi à parler, dans la limite du raisonnable, de nos vies personnelles pour, que le lien il soit plus vrai et plus authentique. Et aussi pour exprimer sur nos sentiments, peur, joie, tristesse. Par exemple, lors d'une admission en IML avec ma collègue, on a reçu un monsieur qui était en crise et du coup, il nous a menacés physiquement et on a pu reprendre avec lui, quand il allait mieux, sur l'impact que cela avait eu sur nous. Qu'on avait eu peur et que c'était notre crainte que ça revienne et ça nous a permis de mettre les choses à plat et de repartir sur une, relation de confiance. Je passe le micro. Alors, dans le cadre de nos accompagnements aussi par rapport à un public qui est avec des troubles psy, on va être plus dans le faire, plus de démarches d'accompagnement physique. Et du coup, dans les déplacements auprès des administrations ou du bailleur, on va vraiment avoir un rôle de médiateur. Voilà, on essaye également de rechercher, de développer cette fonction-là aussi au niveau familial, quand cela est possible, de façon à développer et à obtenir des appuis de la famille pour après qu'il y ait une continuité pour la personne en difficulté. Voilà. Je souhaitais développer un point par rapport à la gestion locative adaptée qui est mis en place auprès d'un toit pour tous. Donc, j'ai par exemple une situation d'une dame que j'ai accompagnée qui avait des troubles importants et qui se sentait persécutée dans son logement. Donc, elle avait fortement dégradé son logement. C'est par le biais des voisins que nous avions pu prendre contact avec elle, qui nous avaient interpellés. Cette mise en lien directement du bailleur et via les voisins, en fait, ont pu nous permettre de rentrer chez elle et de créer tout un réseau autour d'elle. Donc, travailler avec l'assistante sociale de secteur, le médecin généraliste, le CMP et du coup, de pouvoir amener petit à petit cette personne vers l'accès aux soins et notamment là, ça a été une hospitalisation d'office. Mais après, par la suite, en fait, cette personne a pu découvrir tous les leviers qu'elle pouvait avoir et maintenant, dès qu'elle sent une difficulté dans le cadre du logement ou en lien avec la relation de voisinage, elle ne va pas hésiter à nous interpeller. Donc ce lien créé, alors qu'il y avait des troubles psy, il y a un impact important dans la montée où elle habitait, a pu quand même se créer et on a réussi à construire quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Le public que l'on rencontre a souvent des ruptures de parcours, d'un point de vue social, mais aussi médical. C'est pour ça qu'il est important de rester tout le temps en veille et de se mettre à disposition quand le ménage en a besoin ou fait appel à nous. On voulait aussi évoquer la temporalité. Souvent, les dispositifs d'accompagnement de type AVDL ou logement d'abord sont limités dans une durée, souvent 12 mois, 18 mois. La gestion locative adaptée au sein d'un toit pour tous, par exemple, permet de rompre cette temporalité. C'est-à-dire que dès que la personne, le locataire, a un besoin ou un besoin nous est fait remonter par le réseau ou l'environnement, on va pouvoir du coup intervenir quel tant qu'il est locataire en fait au sein du bailleur. Voilà. Aussi on voulait, mettre en avant que, le choix d'intervenir auprès d'un public avec des troubles psy, nous a été facilité en fait par nos expériences professionnelles, mais aussi par la formation qui nous a été permis de réaliser au sein d'un toit pour tous. Donc, par exemple, Juliette a fait une formation de communication non violente, moi en psychologie positive. Nous avons mis en place depuis septembre de l'analyse de la pratique avec la méthode du pouvoir d'agir. Et en fait, toutes ces formations, tous ces process nous permettent de réfléchir en continu et
nous adapter aux difficultés du quotidien des personnes qui ont de troubles psy. On a également eu la chance au mois de septembre l'année dernière de pouvoir faire une immersion au sein d'un chez soi d'abord, qui est un accompagnement en logement pour des personnes qui ont des troubles psy, qui étaient à la rue et qui ont besoin de soins. Voilà, on a également fait des formations dans le cadre du logement d'abord pour les premiers secours en santé mentale et une autre formation santé mentale et logement qui nous a permis en fait de revoir dans quel objectif d'intervention et comprendre aussi la posture, enfin le positionnement des personnes qui ont des troubles dans leur quotidien. Voilà, ça nous permet d'être plus à l'aise pour aborder des sujets sensibles tels que les addictions, le passage à l'acte ou les troubles psy, et comprendre surtout l'impact des pathologies sur le quotidien et ainsi améliorer notre stratégie d'accompagnement. Voilà, ces formations nous permettent de construire notre méthode d'accompagnement, mais aussi de définir nos limites en fonction des difficultés qu'on rencontre, qui est propre à chaque situation. La principale difficulté qu'on rencontre est l'accès aux soins. En effet, si la personne ne souhaite pas aller vers le soin, il est difficile pour nous, dans ce cas, d'avoir des leviers d'action. Voilà, je repasse la parole à Juliette. Donc, nous sollicitons et développons aussi un partenariat autour des situations complexes afin de ne pas être seul. Donc, il y a le POPS, le CHE, PsyMob, les CMP, MRSI, l'équipe mobile, le CLSM et l'EXAPA. Il y en a encore d'autres. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de partenariats. Mais nous constatons malheureusement qu'il y a un manque de place dans certaines structures et que nous n'arrivons pas toujours à définir quel partenaire interpeller. Donc toute l'importance, c'est de décloisonner, de travailler ensemble à la place, d'où on est. Nous constatons également que l'échange en interne sur nos pratiques et ressentis nous permettent de prendre du recul sur, les situations vécues et d'avoir un soutien en équipe. Nous recherchons ainsi une construction plus fine de l'accompagnement de la personne car le lien, peut être fragile. Donc en conclusion, en fait, on retourne à plus de simplicité et d'authenticité et la remise en question au quotidien en équipe ou avec le partenaire nous permettent d'avancer en fonction de chaque personne. Voilà. Bien, merci pour l'intervention. Je vous propose d'enchaîner avec Abside et ensuite d'ouvrir un petit temps de questions-réponses. Alors, chez les bailleurs d'Abside, comment se présente cette question et comment y répondre? Alors bonjour, je suis Tania Villuezzo, je suis responsable du service prévention, médiation, tranquillité au sein du bailleur Actis. Actis fait partie donc de l'association des bailleurs sociaux de l'Isère, donc Abside. Très rapidement, dans mon propos, je ne vais parler que de la partie procédurale. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je ne parlerai pas de la prévention sociale, je ne parlerai pas des régimes juridiques de protection, je ne parlerai pas non plus des modes de prise en charge médicale et d'hospitalisation, et je ne parlerai pas non plus des différentes situations concrètes et des partenariats, parce qu'on va se focaliser sur l'aspect procédural. Le bailleur a un outil, le seul, je dirais, qui est dans son giron, c'est le bail, le contrat de location. Donc, dans ce contrat de location, à partir du moment où le locataire, quel qu'il soit, signe son bail, il s'engage, par la nature même du bail, à plusieurs obligations de faire ou de ne pas faire, notamment le fait de respecter le voisinage, d'user paisiblement des locaux qui sont loués, c'est la slide suivante, et d'user normalement de la chose sans commettre des dégradations,
sans causer de troubles ou d'abus de jouissance. Ce sont les obligations du locataire qui sont en action synalagmatique des obligations du bailleur, puisque le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Et c'est une obligation de résultat, il n'y a aucune exonération possible. Le bailleur ne peut pas dire « je fais tout ce que je peux pour assurer le calme et la tranquillité, mais je n'y arrive pas ». Ce n'est pas une option. L'option, c'est obligation de résultat, il faut que le trouble s'arrête. Et on ne peut pas faire autrement. Alors, comment on fait avec justement ce bail? Il faut savoir que la notion de trouble de voisinage, il n'y a aucune définition juridique. Aucun code ne va vous donner la définition juridique d'un trouble de voisinage. Par contre, il y a des pistes. Donc, un trouble de jouissance est un trouble qui dépasse ce qu'on appelle les inconvénients normaux de voisinage. On dit qu'il y a une anomalie. Donc, ce sont des troubles, enfin, on parle de troubles anomales. Sachant que le trouble de jouissance n'est constitué que si les inconvénients de voisinage sont anormaux. Ça paraît un petit peu dithyrambique comme ça, mais c'est vraiment le texte à la lettre qu'on applique. Et c'est toujours le juge du fond qui appréciera souverainement le caractère de normal ou anormal du trouble. Ça veut dire que quand il y a un trouble de voisinage, et bien évidemment que le bailleur applique toute la procédure amiable qui va très loin, hein, la procédure amiable reste dans le giron du bailleur. On déroule ensuite tout simplement la procédure judiciaire. Bien évidemment, le bailleur ne dispose que du cadre légal et contractuel du contrat de location, et bien évidemment le règlement intérieur, et on parle aussi du règlement sanitaire départemental. Mais en dehors de ça, on n'a rien d'autre. Alors, quelques précisions. Un trouble de voisinage, et ça, ce sont vous le voyez, ce sont des décisions de jurisprudence. Un trouble de voisinage sera sanctionné dès lors que son existence sera attestée par les voisins qui se plaignent, jamais par le bailleur. Le bailleur peut faire effectivement quelques constats, mais pour cela, soit il dépêche un garde assermenté, ce qui est possible, soit il demande à un huissier de justice, ou aujourd'hui un commissaire de justice, d'aller constater s'il y a des troubles ou pas. Donc, ce sont toujours des faits qui sont rapportés. Donc, c'est vraiment ce trouble qui sera sanctionné, et ça, indépendamment de la nature volontaire ou non de la cause du trouble. Ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de faute. La preuve, c'est que le fait que l'auteur de trouble n'ait commis aucune faute ne l'exonère pas de sa responsabilité. Donc ça, ce sont vraiment des éléments qu'il faut savoir. Et comme je vous le disais, la gestion des troubles, tout simplement, c'est un impératif juridique avec une obligation de résultat, donc par opposition à l'obligation de moyens. Et donc, on est obligé de saisir un juge pour que la propre responsabilité du bailleur ne soit pas mise en cause par les plaignants. Ça veut dire que si un voisin se plaint d'une personne qui crée un trouble, et vous voyez, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de problématiques de santé mentale. Ça s'applique à tout le monde. Un bailleur ne fait pas le distinguo entre ses locataires ayant une problématique de santé mentale et un locataire qui a décidé de s'amuser et d'embêter son voisinage. Il n'y a pas de distinguo, en tout cas, à ce niveau-là. Bien évidemment, dans le traitement, ça apparaît, mais comme j'ai décidé de ne pas en parler parce qu'il y a d'autres personnes à cette table qui en ont parlé, voilà. Donc, du coup, les voisins peuvent assigner le bailleur en justice en disant au juge, moi, j'ai signé un bail, je veux le calme et la tranquillité. Or, je ne suis pas tranquille chez moi parce qu'un voisin crée des troubles. Donc, je vous demande, monsieur, madame le juge, de condamner le bailleur et de me faire une indemnisation à hauteur de X milliers d'euros parce que je ne suis pas tranquille chez moi. Ça existe et on le voit tous les jours. On a donc des situations où la résiliation du bail est possible. Donc, si la preuve des troubles de voisinage est solidement apportée, je vous ai mis un certain nombre d'arrêts de jurisprudence
notamment la Cour d'appel de Rennes, qui prononce la résiliation du bail d'un locataire en relevant qu'il apparaît que cette personne tient des propos aussi incohérents que les actes rapportés par les attestants et souffre de troubles de la personnalité. Ça, c'est une décision qui est notée dans un jugement. Enfin, c'est même un arrêt de la Cour d'appel. Donc, effectivement, toute résiliation de bail est possible, encore une fois, si la preuve des troubles de voisinage est rapportée. Et cette preuve, elle est apportée par qui? Pas par le bailleur. Elle est apportée par le voisinage, par les personnes qui se plaignent. Et c'est toute cette concentration de plaintes qui fait qu'à un moment, le bailleur se tourne vers la justice. On parle aussi l'arrêt du 15 septembre 2005 de la Cour d'appel de Paris qui prononce la résiliation d'un contrat pour troubles de voisinage en indiquant que l'origine psychiatrique des troubles causés au voisinage ne peut en constituer un fait justificatif. Ça veut dire quoi? Très simple. Je vais faire simple parce qu'on est souvent entre professionnels là entre nous. Ce n'est pas parce qu'on est fou qu'on peut créer des troubles. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Encore une fois, je n'utilise pas le terme sciemment ni par moquerie, mais c'est juste pour faire des raccourcis de langage. Voilà un petit peu ce qu'on peut avoir comme décision de justice. Pareil, la jurisprudence, toujours la Cour d'appel de Paris, cette jurisprudence, elle est constante en la matière, indique régulièrement que si un bailleur social remplit à l'évidence une mission sociale, il ne peut lui être demandé d'assurer la prise en charge de personnes dont le comportement relève à l'évidence d'un traitement psychiatrique. Ce sont effectivement des problématiques qui sont traitées en interne, forcément avec la mobilisation des équipes. C'est ce que je vous disais, hein, la procédure amiable interne, ensuite une procédure précontentieuse et la procédure contentieuse qui peut arriver jusqu'au tribunal, sachant que c'est toujours dans le cadre du respect du bail que les troubles de voisinage sont évalués, tant les problèmes d'habitat que des problèmes de comportement ou que des problèmes d'hygiène, enfin, de manque d'hygiène ou de manque d'entretien. On fait également, nous bailleurs, très très attention aux articles 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Le 226-13 du Code pénal, c'est le secret professionnel. Le L1110-4 du Code de la santé publique sur le secret médical. Bien évidemment, je rappelle malgré tout que nous ne sommes pas soumis au secret professionnel, ce qui nous permet de faire des signalements au procureur, notamment quand on estime que la personne est en danger. Et heureusement qu'on n'est pas soumis au secret professionnel parce que nous, ça nous permet de travailler sans justement évoquer le fait de « je ne peux rien dire ». D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Par contre, la résiliation du bail n'est pas automatique. On va prendre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et l'arrêt, donc il y a eu deux arrêts de la Cour de cassation pour les locataires atteints de troubles mentaux, les rendant irresponsables des incendies ou des troubles déclenchés en période de crise. Donc dans ces situations, la résiliation du bail sera d'autant plus difficile à obtenir si les manquements aux obligations de jouissance paisible ont vraiment cessé au jour de l'audience. Nous, c'est ce qu'on souhaite, bien évidemment, que les troubles s'arrêtent. Donc, justement, avec ce partenariat, tout le travail qu'on fait en amont dans la phase amiable avec les autres professionnels. Voilà, il n'y a pas non plus quelque chose d'automatique hein, au niveau de la résiliation du bail. On est également, une résiliation de bail sera également d'autant plus difficile à obtenir quand le juge du contentieux de la protection, donc ex-juge des tutelles, hein, sera aussi celui qui interviendra en audience civile de demande de résiliation. Il ne va pas, on va dire, s'autodétruire lui-même. Hein, il prononce les jugements de tutelle. Ce n'est pas ensuite après pour qu'il puisse lui-même dire « Ok, on va résilier le bail ». Donc, il est clair qu'il y a un travail à faire en amont, autant avec la justice, avec les salariés dans le travail social, c'est extrêmement important. Juste un point concernant l'irresponsabilité pénale hein, pour cause de trouble mental, qui est notamment reprise et précisée dans le décret du 16 avril 2008, elle rend difficile pour le bailleur la mise en œuvre de l'action civile, tant en résiliation de bail qu'en obtention de dommages et intérêts. Donc ça aussi, ce sont des choses qui existent
Et il est important de travailler sur l'aspect social, comment cette prise en charge de ces personnes peut être faite, peut être engagée, peut être efficace pour que justement on n'ait pas à avoir des troubles dans les immeubles par rapport aux autres habitants. Bien évidemment, comment travaille le bailleur? Tout simplement, il est important que le bailleur soit déjà intégré au sein de notre partenariat avec donc, les services de protection, les services de santé, les services sociaux, les services d'accompagnement médico-sociaux. Enfin, par exemple, le psy mobile, ce sont des professionnels avec lesquels on travaille, les CMP, le CHE en règle générale, les conseils locaux de santé mentale, pareil. Et lorsqu'un bailleur est confronté à des troubles usuel et non urgent, parce que quand c'est urgent, bien évidemment, il faut appeler les services de secours et de santé. Donc, il est important qu'ils puissent rencontrer donc, le locataire. Donc, on rencontre nos locataires, hein, on discute, on vérifie ce que j'appelle s'il est présent à lui-même, hein, et ça peut nous donner des signaux d'alerte. Et en fait, de toutes les manières, il faut qu'on lui rappelle ses obligations, puisqu'il a signé un contrat de location. Ce n'est pas parce qu'il a des troubles de santé mentale qu'il est reconnu incapable. Enfin, voilà. En tout cas, il faut mettre cet aspect-là en avant. Lorsque le bailleur est confronté à des troubles importants, notamment quand il y a un comportement dangereux du locataire dans l'immeuble, tout simplement, on sollicite le partenariat existant, sans oublier d'alerter, ça peut être les pompiers, ça peut être le SAMU, voilà, quoi. Quand on a, par exemple, le cas de quelqu'un qui monte sur le toit d'un immeuble et qui dit je suis, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Je suis Napoléon et je vole dans le ciel. Moi, je n'ai pas envie qu'il atterrisse 100 mètres plus bas, quoi. Donc là, on appelle bien évidemment, quand il y a des crises, les services de santé, de secours. Et en parallèle, on n'oublie pas de faire des signalements, donc tant à la ville, à la préfecture, au parquet et au département. Voilà un petit peu, moi, ce que je pouvais vous dire sur l'aspect purement procédural, parce que je n'avais que 10 minutes. Le but, c'est aussi d'avoir des échanges avec les personnes qui assistent, et je reste bien là. Merci. Oui, merci. Merci, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, bien évidemment, même si c'est un peu rude parfois, mais merci beaucoup pour cet éclairage. Donc, on peut ouvrir un petit temps de questions-réponses de la part des… Alors, je ne sais pas s'il y a déjà, oui, des commentaires. Non. Il y avait peut-être une petite remarque sur le secret professionnel, avec une question qui portait sur le secret professionnel alors c'est une question, alors secret professionnel de par l'émission, même si pas par la fonction, non. Donc a priori, peut-être quelque chose à préciser un peu sur ce secret professionnel dans vos missions. C'est à moi que ça m'adresse? Oui. Pas compris. Certes, il n'est pas juridique, le secret professionnel, mais je suppose que dans votre travail, il y a si j'ai bien compris la question, il y a quand même le souhait d'en avoir un certain type de secret, je ne sais pas. Alors, en fait, c'est ma fonction. La fonction chez un bailleur, je ne suis pas soumise au secret professionnel. Ça veut dire que je dois parler. Okay. D'autres professions, certains travailleurs sociaux, des éducateurs, notamment en prévention, quand ils travaillent sur des jeunes sous main de justice, sont soumis au secret professionnel. Donc, du coup, c'est là, en fait. Après, tout le monde peut faire des signalements. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais au niveau de la fonction que j'occupe, je ne suis pas soumise au secret professionnel. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une. C'était pour les bailleurs, ça représente quoi ces problématiques-là? Et alors, dans les troubles de voisinage, est-ce qu'on peut apprécier globalement la part qui relève de troubles mentaux ou Alors, je vais être très factuel sur, de mémoire, les traitements des dossiers troubles de voisinage. Hein, donc,
c'est tout un tas d'items. Oui, ouais. Il faut compter entre 400 et 500 dossiers par an. Alors, Pour relativiser, Actis, sur 12 000 logements, c'est oui, peanuts, voilà. d'accord? On est Oui, d'accord. voilà. Quand j'entends dire, oui, il y a de plus en plus de dossiers de santé mentale, bon, moi, je mets des freins parce que je trouve qu'il n'y en a pas plus qu'avant, même si la période Covid a révélé certaines choses, et nous, on l'a vu aussi, mais voilà, faut pas non plus entre guillemets, tirer sur la diligence en disant ça y est, le monde est fou, on a de plus en plus de fous. Enfin bon, voilà. Enfin, les discours un peu simplistes. Donc, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Par contre, sur entre 400 et 500 dossiers relatifs à des troubles, un quart, on a une centaine de dossiers avec, moi, ce que j'appelle pour le bailleur, des dossiers avec des problèmes de comportement. Encore une fois, sur ces 100 dossiers, 100 situations, 100 personnes, je me garderai bien de dire combien sont avec des troubles mentaux, combien sont psychiatriques, combien sont… Je n'en sais rien. Moi, j'ai des personnes qui ont des problèmes de comportement ou qui ont des comportements étranges. Je vous prends un exemple, une locataire qui me dit, écoutez, moi, je veux bien que vous puissiez venir chez moi pour discuter avec le fantôme qui m'empêche de dormir. Moi, je n'ai pas appris à faire de médiation avec un fantôme. C'est un exemple. C'est pour ça que je dis que ce sont des gens étranges. Quel est l'aspect original ou psy de cette locataire? J'en sais rien. Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que je peux discuter avec ma locataire? Est-ce qu'elle est présente à elle-même? Est-ce que je peux lui expliquer que moi, ça, je ne sais pas faire, mais que je peux l'orienter sur un autre professionnel? Ça me va. S'il n'y a pas de trouble de voisinage ou si elle dit effectivement, j'ai donné un coup de balai dans la porte, ça a fait du bruit, ça a réveillé les voisins, je ne le ferai plus à 2 heures du matin, moi, ça me va. Ce qui est important, c'est à quel moment le comportement de la personne dans son logement n'est pas compatible à avoir un calme et une tranquillité pour le voisinage. C'est vraiment ça l'aspect pour le bailleur. Mais s'il y a une pathologie quelconque, je suis bien à même de ne pas savoir de quoi il s'agit. Et ce n'est pas ça qui est important pour le bailleur, c'est la manifestation. Du côté d'un toit pour tous, c'est fréquent, ils sont nombreux, c'est les dysfonctionnements liés à des comportements qui demandent un accompagnement spécifique. Oui, non, bon. Je ne saurais pas répondre en fait parce que je n'ai pas un visu sur la globalité des locataires. Après, à un toit pour tous, voilà, il y a des référents qu'on a nommés santé mentale où du coup le pôle logement, les gestionnaires des logements peuvent nous interpeller en cas de difficulté et on peut travailler ensemble sur des situations, mais vous donnez un chiffre, un pourcentage? Non, pas un chiffre, mais c'était, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est gérable? Juste pour préciser, tous les bailleurs sociaux d'Absise ont un référent santé mentale. C'est-à-dire que c'est la porte d'entrée chez le bailleur qui ensuite voit quelle équipe peut prendre le relais, mais il y a un référent santé mentale chez chaque bailleur. Pour Actis, je suis la référente santé mentale. Je vais me permettre de la parole pour rejoindre un peu les propos qui ont été tenus dernièrement pour dire que, heureusement, toutes les personnes qui sont suivies en psychiatrie et qui ont des problématiques de santé mentale pas forcément des problèmes de voisinage. Exactement. C'est important aussi de le souligner parce que du coup, ça représente une part infime pour lesquelles effectivement, ça mobilise beaucoup de monde et c'est normal et c'est important de le prendre en compte. Mais je rejoins les explications et la description qui a été faite par Tania
avec qui on a déjà eu l'occasion de travailler et qui participent à ce qu'on permette aux personnes qui ont, elles, par contre, bien avéré des problématiques de santé mentale, d'être toujours inclus dans la cité, là où elles doivent vivre, puisque l'hôpital n'est pas un lieu de vie et n'a pas vocation à ce que les personnes restent enfermées. Alors, je me permets de cette précision parce que souvent, et encore plus maintenant, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus de problématiques de santé mentale maintenant qu'hier, mais la focale est un peu mise là-dessus et c'est aussi très bien parce que ce qui fait soin, c'est aussi les personnes qui sont autour des personnes. Donc, en fait, plus on participe aux soins et mieux c'est. Je sais pas ce que je veux dire. Mais voilà, les référents, par exemple, santé mentale au niveau des bailleurs, ils ne sont pas toujours connus du CHE. Ouais, c'est dommage. Je me permettrais de faire suivre le listing qu'on a encore mis à jour ce matin, puisque chaque année, on a parfois des collègues qui changent de poste et on a mis ça à jour ce matin. Donc, je ferai suivre le listing. Merci. Ok. Et peut-être, si je peux me permettre, alors on a Émilie qui lève la main désespérément depuis un petit moment. Alors, je vais, Émilie, te donner Ouais. Alors, attends, il faut que je trouve comment... Voilà. Normalement, là, tu dois pouvoir activer ton micro et t'exprimer au micro, si tu le souhaites. Alors, je suis désolée, mais je n'ai pas levé la main. Ah bon. Elle est levée. Du coup, en déplaçant mon téléphone portable sur lequel je suis. Alors, du coup, je referme ton micro. Merci. La dernière remarque me fait penser à une question. De l'endroit où vous êtes, que ce soit à l'hôpital ou comme bailleur ou accompagnant, qu'est-ce que vous diriez de... est-ce que vous pensez que cette question, ce lien logement, santé mentale, est suffisamment pris en compte par les institutions, quelles qu'elles soient, ou dit autrement, quel est pour vous ce qui manquerait le plus pour avoir de bonnes réponses plus efficaces? Où se situe le nœud? Alors, je vais me permettre de me positionner par rapport à ça, mais il me semble que les actualités ont bien montré quel intérêt était porté à l'hôpital de manière générale et aux moyens qui pouvaient être alloués à l'hôpital pour pouvoir effectivement prendre en charge encore au mieux les personnes qui relèveraient de cette problématique. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas parlé des difficultés qui peuvent être rencontrées sur l'hôpital parce que tout le monde les connaît. Ça n'empêche pas ça ne vient pas du tout impacter l'investissement des professionnels qui aujourd'hui sont encore en psychiatrie, mais je suis sûre qu'avec un peu de moyens supplémentaires, effectivement, et puis une reconnaissance de ces métiers fort difficiles, ça participerait à aider chacun dans les problématiques de santé mentale qui peuvent être rencontrées par ailleurs. Oui, parce qu'on sait que du côté de l'hôpital, enfin, il est dit souvent qu'on ne prend pas assez en compte ou qu'on ne débloque pas assez de moyens pour la psychiatrie. Et on sait aussi que la filière psychiatre n'est pas assez souvent choisie dans les spécialités. Donc, c'est vrai que c'est un métier très difficile. Alors, moi, je dirais simplement, en tant que bailleur, ne jamais oublier. Je sais que les professionnels autour de la table font, mais c'est important quand même de le dire, de remettre toujours le locataire, puisque je parle moi de locataire, de remettre toujours le locataire au centre, de lui rappeler ses obligations, qu'il soit sous tutelle, curatelle, protection diverses et variées, qu'il ait des troubles psychiatriques ou qu'il n'en a pas, enfin voilà, toujours lui rappeler que quand on signe un contrat, on doit le respecter. Et remettre sans cesse ce point-là à l'honneur, parce que c'est un point de droit. Et moi, je dis toujours, hein, le droit, c'est une science sociale. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté de la vie. C'est la vie elle-même. Donc, remettre en perspective le locataire avec ses obligations. Mais s'il y en a, où se situeraient les faiblesses? On a vu que du côté de l'hôpital, on pourrait renforcer effectivement un peu les moyens, mais
Est-ce que pour vous qui intervenez tous autour de ces publics, moi j'ai pointé qu'il y avait énormément de relations entre les différents intervenants, les différents registres. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce partenariat pourrait être renforcé? Est-ce qu'il devrait l'être? Ou est-ce qu'il fonctionne bien? Peut-être Alors, juste en mettant je vais expliquer juste Oui. une petite chose. Il faut partir du postulat que l'être humain est l'élément le plus aléatoire au monde. Oui, ça c'est On ne sait clair. jamais ce qu'on peut faire. Une porte, elle ne changera pas, elle restera toujours une porte. D'accord? Un être humain, il a des capacités de l'invention et puis des problématiques qui sont telles qu'on ne pourra pas forcément les prévoir, les envisager. Voilà. Donc, à chaque fois, même si on a des tendances dans les comportements humains, à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. À la fois, heureusement, ça nous permet aussi de nous enrichir. Mais le partenariat, c'est un socle. Il faut savoir y naviguer, il faut savoir trouver les bons rouages au bon moment. Et d'ailleurs, une personne qui aura une difficulté à un moment T, 3 jours après, ça sera peut-être réglé et ça sera une autre problématique. Donc, il faut être à chaque fois un peu attentif. Il faut bien connaître les rouages et qui interpeller. Je pense qu'on ne pourra pas faire plus en termes de partenariat. Il faut être à l'écoute les uns des autres, savoir comment les uns et les autres travaillent et se dire, OK, là, on y va plutôt dans telle direction ou dans telle autre, mais on ne pourra jamais tout envisager. Oui, Jamais. ça c'est Ce n'est pas clair. possible. Voilà. C'est clair, mais parfois il y a des défaillances dans les systèmes de réponse. C'était un toit pour tous, je crois Oui. qu'il voulait. Oui, allez-y. En fait, nous, on voulait juste rejoindre l'avis du CHE. En fait, ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est le manque de place en CMP, c'est le manque de C'est place au ça. niveau des XAPA, du SAM. Et du coup, quand on dit aux personnes, oui, bah, vous souhaitez être accompagné, mais aujourd'hui, il n'y a pas de professionnel en face, c'est compliqué. Ok, donc c'est plutôt là qu'il y a la défaillance. S'il y en a Pour, une. pour nous, oui. C'est même plus global parce qu'au-delà de la prise en charge purement psychiatrique, il y a aussi en amont souvent énormément de prises en charge maintenant qui prennent du temps, faute de personnes. Il n'y a aucun secteur qui est épargné aujourd'hui par des difficultés RH qui font que ces personnes un peu fragiles qui auraient besoin d'avoir un soutien ou d'avoir juste des fois une personne avec qui parler, ça pêche un petit peu. Et on a des délais qui s'allongent tellement que les choses s'enquistent, s'aggravent. Et à ce moment-là, effectivement, même quand il y a crise, c'est aussi très compliqué de prendre en charge parce que du coup, ça ne suit plus derrière. Donc, c'est un problème vraiment global, un problème de société aussi, dans la manière dont on vit les uns avec les autres, comment on parle d'une difficulté, comment on peut être en relation les uns avec les autres et en prenant en compte ce que Tania expliquait tout à l'heure, des particularités, des choses qui ne sont peut-être pas normées ou pas normatives et que c'est très bien aussi de ne pas être dans un système trop normatif à condition qu'on n'en soit pas gêné et que ça, on a multiplié quand même des choses assez intéressantes pour pouvoir parler justement de nos différences et les accepter. Et ben, voilà, on est sur la route, on y travaille tous beaucoup et puis ça va marcher. Oui, oui, c'est donc un problème de réactivité, de réponse, et surtout pour ces publics auxquels il faut rendre réponse encore plus rapidement et plus efficacement que pour d'autres, parce que tout se vit dans l'instant ou dans des crises plus ou moins marquées. Ok. Et on a une main qui s'est levée, alors je refais une tentative, ce sera peut-être une nouvelle fois une fausse manipulation, mais de Marine Longhini. Alors je mets le son et vous me direz si c'était une main levée volontaire ou pas. Oui, c'était volontaire. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, très bien. Parfait. Je voulais prendre la parole parce que moi, je travaille dans le Grand Est et on a parlé pour l'association Amelie, du coup, de Batigère. Et on a parlé du dispositif des pensions de famille. On a présenté un peu leur façon de prendre en charge les publics souffrant de troubles.
Et moi, je suis depuis janvier travailleur social dans une résidence accueil. C'est un dispositif qui est basé sur le fonctionnement de la pension de famille, mais qui n'accueille que des personnes souffrant de troubles, en fait, qui sont la plupart originaires, sont des demandes orientées par le SIAO et qui sont en général suivies par le centre hospitalier de Jury, avec qui nous avons une convention et qui est présent de manière quotidienne sur notre site pour apporter le soutien nécessaire justement à ces personnes et au maintien et à les maintenir dans leur logement. Très bien. Merci. C'est un dispositif que je voulais vous présenter parce qu'on n'en a pas parlé, donc c'est une alternative aussi. Oui, oui, tout à fait. Et on a vu aussi que chez Habitat Humaniste, c'est les pensions de famille où ces publics sont le plus souvent logés, pas exclusivement, mais donc c'est une forme de réponse en matière de logement qui peut être intéressante. Et ensuite, on a Annie qui a levé la main aussi. Donc, pareil, je te donne la permission de parler, Annie. Je pense qu'il faut que tu actives ton micro et c'est tout bon. Alors, je ne sais pas ce qui se passe à ton ordinateur, mais je n'ai pas levé la main. Ah bah d'accord, au moins il y en aura une sur 3 qui est une vraie main levée. Je ne sais pas, ou par erreur, mais non, je... Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. On peut, enfin, on n'a fait que effleurer cette question, hein. Il y a beaucoup d'autres dimensions peut-être qui peuvent être creusées. En tout cas, moi, je retiens le fait que il y a besoin de beaucoup de clarification, de ne pas mélanger des choses qui ne sont pas à mélanger. Tous les troubles de voisinage ne sont pas causés par des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Les addictions, c'est différent de troubles psychiatriques, etc. Il y a beaucoup de choses qu'il faut clarifier, qu'il faut un peu ordonner, sinon on a des visions faussées. On voit qu'il y a pas mal de réponses qui sont tentées, qui sont déjà mises en œuvre, qui dépensent beaucoup d'énergie. Comme ça a été dit, c'est un sujet qui n'est pas forcément le plus fréquent, mais qui prend beaucoup d'énergie et de temps de beaucoup d'intervenants. Donc, ça demande un grand partenariat qui a l'air, en tout cas, ce qui est dit, déjà bien en place. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou ajouts de la part des intervenants ou questions, non. Moi, ce que je vous propose, c'est d'en rester là. Ce que je voudrais encourager à faire, parce qu'il y a donc de nombreux participants, c'est vraiment bien remplir le questionnaire d'évaluation, ce qui nous permettra de savoir s'il faut continuer sur ce sujet ou pas, et sous quel aspect éventuellement. Donc, je vous encourage à bien remplir, les participants, ce questionnaire d'évaluation pour dire ce que vous en avez pensé, est-ce qui vous a manqué ou frustré éventuellement. Et puis, remercier tous nos intervenantes. Voilà, il n'y a pas beaucoup de parité dans cette affaire, comme d'habitude. Mais remercier toutes pour les éclairages qu'elles nous ont apportés et qu'éventuellement on pourra continuer. Merci à tout le monde et bon après-midi. Bonne journée. Bonne journée.